Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. En Mauritanie, les 2957 bureaux de vote s'apprêtent à recevoir 1 328 000 électeurs ce samedi 21 juin. Le scrutin présidentiel est imminent et la commission électorale se montre confiante. Le gouvernement malien se maintient et la motion de censure est rejetée. Le Premier ministre Moussa Mara a reformulé son intention de poursuivre la politique menée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis zoom sur la banque aux vêtements en Afrique du Sud, une organisation qui recrute les mères de famille sans emploi dans les townships du Cap et leur offre une expérience et une formation professionnelle. À la veille de l'élection présidentielle, le 21 juin en Mauritanie, l'ombre du boycott se profile encore sur le scrutin. Depuis le début de la campagne, la quasi-totalité de l'opposition, regroupée au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, appelle à l'abstention. 5 candidats, dont le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, sont en lice et la CENI a déjà acheminé tout le matériel nécessaire au scrutin. Écoutons Abdelaziz Diarra, directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante. Ils veulent tous rentrer à la maison, mais ils ne le peuvent pas, tant que la paix n'est pas encore établie. Jusque-là, il est de notre devoir de continuer à faire le travail pour qu'ils puissent vivre dans la dignité, pour eux-mêmes et pour les enfants de demain. Au Mali, l'ensemble des députés de l'opposition, appuyés par 2 députés de la majorité, ont voté en faveur de la motion de censure déposée contre le gouvernement. Bien loin des 98 voix nécessaires, la motion déposée le 13 juin a été rejetée. Les parlementaires ont donc réaffirmé leur confiance au gouvernement mercredi à l'issue d'une séance particulièrement houleuse. Reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. Ce mercredi, les députés de l'Assemblée nationale ont rejeté la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Moussa Mara, déposée par l'opposition ce vendredi 13 juin. La dégradation de la situation sécuritaire au nord du pays, la baisse du pouvoir d'achat des Maliens et surtout le retard dans la relance de l'économie, près d'une année après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, sont entre autres les reproches faits à l'équipe gouvernementale. Pour le chef de gouvernement, les réformes engagées prendront du temps à donner des résultats. Vous aurez pu, à travers des questions orales, des interpellations, des enquêtes parlementaires, pourquoi pas, ou même les questions d'actualité, obtenir des informations et nous épargner le temps mis dans cet exercice. Mais bon, mieux encore, vous aurez pu nous faire partager vos propositions sur tous les sujets que vous estimez maltraités. Vous aurez été mieux dans votre rôle d'opposant à ce moment-là, à un moment où le Mali a besoin de tous ses enfants. Cependant, le Premier ministre a invité les députés de l'opposition à accompagner le gouvernement avec des propositions concrètes afin de remettre le pays sur la voie de l'émergence. Si vos propositions sont disponibles et pertinentes, le gouvernement est prêt à les examiner. Cela est notre compréhension de la démocratie et nous n'allons jamais y déroger. L'opposition propose l'élaboration d'une lettre de cadrage politique, définissant une vision claire, prenant en compte les insuffisances constatées, proposer un plan gouvernemental au Parlement pour approbation et relancer l'investissement public et privé. Depuis l'avènement de la démocratie en 1991, c'est la 3e fois qu'un gouvernement fait face à une motion de censure. Avec la confiance renouvelée du Parlement, le gouvernement de Moussa Mara entend poursuivre la stabilisation du pays et poser les bases d'une croissance et d'un développement durable. Ce vendredi 20 juin marque la journée des réfugiés dans le monde, un jour que le Programme alimentaire mondial a choisi pour alerter l'opinion publique sur 3 crises actuelles. La Centrafrique est l'une d'entre elles. Selon les chiffres de l'organisation, 226 000 personnes se sont réfugiées au Cameroun, au Tchad ou encore en République démocratique du Congo. Écoutons la déclaration de la directrice exécutive du PAM, Ertarine Cousine. Ils veulent tous rentrer à la maison, mais ils ne le peuvent pas, tant que la paix n'est pas encore établie. Jusque-là, il est de notre devoir de continuer à faire le travail pour qu'ils puissent vivre dans la dignité, pour eux-mêmes et pour les enfants de demain. Et en Centrafrique, justement, de nombreuses familles déchirées par les conflits restent sans nouvelles de leurs proches. Dans les camps de Gipti, au Cameroun, à la frontière, une mère a réussi à retrouver ses 2 enfants, comme nous le montre ce sujet de Florencia Samporé.
Environ 20 000 Centrafricains ont trouvé asile dans ce camp de réfugiés de Biti, situé à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Depuis que le pays est en proie à la violence, de nombreuses familles ont été séparées et la majorité reste sans nouvelles. Aujourd'hui, cette mère de 45 ans retrouve ses jeunes garçons après plusieurs mois de recherche. Ça fait 4 mois aujourd'hui, je ne reste pas tranquille. Je suis toujours pas très comme ça. Je suis comme ça. Mais hier, là, quand même, mais pas tellement parce qu'il y a des personnes que je ne trouve pas. Je ne sais pas, quand même, mais quand même, ça va quand même un peu. Au total, 19 565 réfugiés centrafricains ont traversé la frontière vers le Cameroun pour échapper aux violences perpétrées par les milices ex-Seleka et anti-Balaka à Bangui et dans d'autres villes du nord-ouest de la République centrafricaine depuis février 2014. Dans ma concession, nous avons fait. Mon mari prend les 2 enfants. Moi aussi, j'ai fait avec les 8 enfants. On part vers la brousse. Avant la crise politique en République centrafricaine, le Cameroun accueillait déjà 92 000 réfugiés originaires de la Centrafrique. Les autorités camerounaises ont annoncé cette année une forte hausse du nombre de réfugiés ayant fui au Cameroun depuis que les ex-Seleka avaient pris le pouvoir en 2013. Situées à plus de 3000 km l'une de l'autre, N'Djamena et Rabat ont entamé un véritable rapprochement diplomatique. Il y a d'abord la Royal Air Maroc qui reliera 2 fois par semaine les capitales tchadiennes et marocaines. Et puis le lancement vendredi de travaux de construction de 15 000 logements sociaux au Tchad, opérés par le constructeur marocain Adoua. La construction d'une cimenterie a également été entreprise, des projets qui devraient pourvoir près de 5000 emplois. Et cette coopération a été jugée fructueuse. Et le président tchadien Idriss Déby Itno en a exprimé sur son site internet. En Afrique du Sud, les initiatives se multiplient pour redynamiser l'activité dans les townships. Dans les villes du Cap et du Gauteng, une banque vestimentaire recrute des mères de famille au chômage. Elles sont ensuite formées pendant 2 années et voient alors leur quotidien transformé. Karine Oubanzadio. Dans cet entrepôt, certaines femmes trient et d'autres conditionnent les vêtements qui seront remis quelques jours plus tard dans le circuit de la vente. Toutes font partie d'un programme mis en place en Afrique du Sud, connu sous le nom de Banque aux vêtements. Il permet aux mères des townships, souvent célibataires et au chômage, de devenir financièrement et socialement indépendantes. Je dois dire que ce programme est très urbain et qu'il est tout à fait unique. C'est une expérience que nous devons approfondir dans le pays, car notre pays est à cheval entre l'économie mondiale et l'économie du tiers-monde. Aujourd'hui, la mise en place de la structure est en zone urbaine pour des raisons logistiques. Nous avons donc besoin de partenariats forts dans ce pays et pourquoi pas en Afrique australe comme les ONG et les gouvernements pour que le projet grandisse. Le programme créé en 2011 est financé par des investisseurs privés. Son succès ne se dément pas auprès de nombreuses femmes. Celles-ci gagnent en moyenne l'équivalent de 320 à 500 $ par mois. Parmi elles, Belinda a vu son quotidien transformé. J'ai réussi à payer tous mes crédits. Je n'ai plus de crédit et les formateurs de la banque aux vêtements m'ont conseillé de ne plus prendre de prêts. Ils m'aident également à avoir plus de compétences de vie, des compétences variées. À terme, la banque aux vêtements espère transformer la vie des femmes comme Belinda dans tout le pays en leur offrant la possibilité de s'émanciper financièrement et de devenir des entrepreneurs à part entière. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.